on y va. Ah ben c'est bon, il a lancé. Top. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup. On est très heureux du coup de pouvoir vous présenter à deux un projet sur lequel on a travaillé déjà depuis quasiment un an, un peu moins d'un an. À peu près. Donc on va vous parler multi-cloud. Il paraît que c'est un truc à la mode, donc on a décidé qu'on allait parler de ça. Excuse-moi. Si on fait en même temps, ça ne va pas le faire. Donc du coup, nous sommes deux, Frédéric Léger et Gilles Ségaillère. C'est lui. Ouais. Gilles, c'est lui, et Fred, c'est moi. Et donc aujourd'hui, on va vous parler d'un voyage en terre sauvage, la terre du multi-cloud. Et pour ça, je voulais juste aussi vous présenter un peu ce que fait AstraChain. Donc j'agis en qualité de CTO de AstraChain, qui est une startup qui a été créée en début d'année. Et du coup, nous avons comme mission d'accompagner les entreprises dans leur move to cloud en tant qu'éditeur de logiciels, en leur fournissant une solution qui va leur permettre de sécuriser des données très sensibles en ayant une approche totalement décentralisée et distribuée du stockage de la donnée. On en reviendra un peu plus par la suite, mais vraiment l'idée c'est ça, c'est de sécuriser la donnée, de doper l'adoption du cloud et de faire en sorte que cette donnée soit toujours disponible pour les utilisateurs qui en ont besoin quand ils en ont besoin. Next. Donc, moi, je suis donc Frédéric Léger, comme a dit Gilles. Je suis à moi tout seul la société Web of Mars. Je suis freelance depuis un paquet d'années maintenant, 2013, si ma mémoire est bonne. Je fais beaucoup de choses, certifié AWS, certifié Kubernetes Administrator, partenaire avec Datadog, et membre du groupement Build and Run, qui sont assis là en premier rang. Bravo, merci les groupies. Et je fais un tas de choses. L'ADN du groupement Build and Run, c'est DevOps, full DevOps. On fait beaucoup de choses, du coaching, du CI/CD, des implémentations techniques, de l'accompagnement de société. Des fois, on fait un peu CTO as a service aussi, de ce genre de choses. Voilà, je vous ai mis tout un tas de mots buzzwords, mots-clés en mode nuage. Si vous en trouvez un qui vous parle, on peut se parler à un moment. On parle un langage commun. Multi-cloud. Ouais. Pourquoi le multi-cloud? Qu'est-ce qu'on entend par multi-cloud? Pourquoi on voudrait aller vers une solution comme ça? Quand est-ce que je dois aller vers une solution comme celle-là? Où je dois le faire? Comment je dois le faire? Et toutes les questions qu'on va commencer à se poser quand on va démarrer un projet multi-cloud. Question à la cantonade à la main levée. Qui a un projet multi-cloud en 2022? Je ne parle pas de 2021, si vous avez un projet multi-cloud en 2021, vous êtes à la bourre, il va falloir y aller là. Donc, j'ai vu quelques mains se lever, une dizaine. Ok. Autre question, qui se considère comme étant quelqu'un plutôt technique ou plutôt pas technique? Donc, les gens techniques, levez la main, on va faire comme ça. Ok, on a beaucoup de techniques. On va aller dans les détails, du coup, un peu sanglants du truc. Allons-y pour voir les questions, les pièges et les arnaques du multi-cloud. Pourquoi je voudrais faire du multi-cloud? Il peut y avoir pas mal de raisons à ça. La première, c'est que c'est dans le cheminement qu'on a eu au travers des années, on a commencé à faire plusieurs instances, puis plusieurs zones, data centers différents. Aujourd'hui, on est de plus en plus parano, on sait que les pannes, ça arrive, et on veut absolument avoir une disponibilité parfaite. Et si vous commencez à être parano dans cette démarche-là, vous allez vous dire, en fait, il faut que je sois sur 2 clouds différents. Parce que ça arrive qu'un cloud provider entier tombe. Certains l'ont déjà vécu, je pense. Il y a eu blackout de S3 il y a quelques années. Je ne vais pas parler d'OVH. Je crois qu'ils sont là aujourd'hui, je ne vais pas dire de mal. Voilà. Donc ça arrive qu'un cloud provider, et vous savez, c'est le proverbe des ops, c'est shit happens. Donc si vous êtes dans cette démarche-là, à un moment, vous allez dire 2 clouds, c'est pas trop, quoi. Il nous faut ça. Le truc qui est chouette quand on fait ça, c'est que c'est directement votre plan de continuité. Votre plan de continuité, c'est déjà j'ai plusieurs instances dans chacun des clouds, mais en plus j'ai 2 clouds, quoi. Donc là, le plan de continuité, il est là. C'est aussi mon disaster recovery, parce que si je perds 2 clouds en même temps, c'est un risque que je ne vais pas vouloir couvrir, ça. Ça n'existe pas. Je peux en perdre un complètement, il peut brûler. Je peux pas en perdre 2, on va dire. Je vois mal le truc arriver. C'est vraiment pas de bol. Sinon, c'est que les astres sont pas bien alignés pour vous à ce moment-là.
L'autre gros avantage, c'est que vous pouvez utiliser les fonctions qui sont cool chez chacun des cloud providers. Vous pouvez vous dire, bah, il y a Firebase chez GCP, c'est vraiment chouette, Firebase, c'est un beau produit. Et par contre, il y a Elasticsearch as a Service chez AWS, et je n'ai pas l'équivalent chez GCP. Donc je vais pouvoir utiliser un coup l'un, un coup l'autre en fonction de mes besoins, et je vais pouvoir itérer beaucoup plus vite que si je suis obligé d'aller boucher les trous dans la raquette du cloud provider chez qui je suis. Et puis la dernière et la meilleure des raisons, c'est que c'est super cool de faire du multi-cloud. C'est hyper tendance. C'est la moitié, je pense, des confs de la KubeCon 2021 US parlaient de multi-cloud. Kubernetes multi-cloud, c'est hyper tendance. Donc juste pour ça, faites-le, c'est chouette. Vous êtes tendance. Du coup, pour revenir nous sur notre cas d'usage chez AstraChain et pourquoi le multi-cloud était quelque chose de très important. Donc comme je vous disais, déjà on a une approche où on veut faire du multi-cloud mais l'élever d'un cran. On veut faire du multi-cloud pas dans un sens où je vais mettre un workload sur un cloud provider et si jamais il tombe en panne, je suis tout à fait capable de le remonter ailleurs. On est dans une approche où on veut que tous les clouds travaillent en même temps et que le workload soit totalement décentralisé et distribué sur tous les clouds. En fait, on fait ça parce que la technologie sous-jacente qui va nous permettre du coup de stocker la donnée va nous donner des garanties notamment vis-à-vis de problématiques juridiques. Donc juste pour vous donner un peu l'historique de AstraChain, ma cofondatrice, notre CEO, est une ancienne directrice juridique d'un grand fonds d'investissement et du coup elle avait ces problématiques de se dire comment je fais en sorte d'être finalement en accord avec les réglementations en fonction de la donnée que je manipule sur les différents dossiers sur lesquels je travaille. Donc du coup, il y a cette problématique aussi derrière de savoir où est-ce que je stocke la donnée, qui a le contrôle dessus, quelle entreprise va pouvoir être soumise à quelle législation. Donc il y a vraiment toute cette problématique. Et derrière, on a cette problématique de data storage. Donc ce n'est pas que du stateless, on a aussi beaucoup de stateful et on a besoin d'avoir quelque chose qui est capable de tourner en même temps partout. Et l'objectif final, c'est de permettre de collaborer et donc d'avoir de la donnée chaude qui va être accessible à plusieurs personnes en même temps. Donc ça, c'est pour redonner un peu le contexte dans lequel on a eu besoin de mettre en place du multi-cloud. Alors, maintenant, se poser l'autre question. Donc, pourquoi on a déjà des bons indices de pourquoi on aurait envie de faire du multi-cloud, mais c'est surtout aussi où, c'est une bonne question, on s'est beaucoup posé la question, chez quel provider notamment, et aussi quand. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut le faire tout le temps? Est-ce que c'est juste pour du disaster recovery? Donc, on s'est aussi beaucoup posé ces questions. Je te laisse présenter un petit peu du coup, Fred. Petite side note sur ce qu'a dit Gilles. Donc déjà, vous comprenez bien que la proposition de valeur d'AstraChain de base exploite le multi-cloud. On va être obligé, on ne peut pas faire AstraChain sans avoir du multi-cloud. C'est la vraie raison pour laquelle on a travaillé. Et si ce n'est pas clair pour tout le monde, ce qu'on est en train de présenter, c'est un REX, un retour d'expérience, c'est en aucun cas une vérité absolue sur le déploiement multi-cloud. Je pense qu'il n'en existe pas, en vrai. Chacun doit inventer son propre multi-cloud. On va vous essayer de vous débroussailler un petit peu les pièges, le cheminement qu'on a eu avec Gilles et avec tous les intervenants d'AstraChain pour monter cette plateforme. Donc le when and where, on part d'un constat. Le premier constat, c'est qu'en France, on n'a pas vraiment d'hébergeurs cloud provider matures. Je vais mettre des gros guillemets autour, on a des choses chouettes, OVH, Scaleway, Outscale sont des bons hébergeurs. On ne peut pas dire qu'on est au même niveau d'offre de service qu'un AWS, un GCP ou un Azure, entre autres. On pourrait citer des concurrents chinois aussi, Tencent et tout ça, qui sont aussi intéressants. On n'est pas au même niveau de maturité. Ils vont y arriver, mais pas encore. Après, on peut quand même héberger des choses en France, mais on va être limité. Après, on peut aussi se dire, ok, je vais me reposer sur ceux qui sont matures. Les AWS, les Azure, ils offrent des hébergements en France, à Paris. Tous les deux, ils ont une région d'opération à Paris. Mais je reste hébergé chez une société qui est américaine, en l'occurrence, qui est en tout cas étrangère. On va y revenir par la suite. Pour GCP, on n'a même pas de région en France. Le plus proche, il faut choisir entre Belgique ou Allemagne. Vous choisissez celle que vous préférez, le plus proche pour la latence, quoi. Vous choisissez celle que vous préférez, mais c'est même pas possible avec GCP. Et par rapport à la problématique d'avoir une donnée hébergée chez un hébergeur qui est d'une autre nationalité, jusqu'en 2018, on était couvert par quelque chose qui s'appelle le Privacy Shield, qui était en fait
on avait le droit d'exporter les cloud providers avaient le droit d'exporter des données vers d'autres pays, à condition de garantir certaines choses. Et ça faisait une protection de l'utilisateur européen, entre guillemets. Sauf que... En fait, en 2018, il y a eu pas mal de changements. Donc juste pour vous donner un peu l'historique, je ne vous ai pas expliqué mon parcours. Moi, en 2018, je bossais chez Salesforce, en fait. Et je travaillais notamment dans le monde des labos pharmaceutiques, avec Sanofi et Servier. Et je travaillais dans les équipes technico-commerciales. J'avais énormément de problèmes à positionner les produits Salesforce, parce que cloud provider américain, le GDPR qui sort, et Trump, qui dans sa folie, a décidé de passer une loi extraterritoriale qui permet au gouvernement américain, donc via le FBI ou via la NSA, de demander d'avoir accès aux données, même de données qui sont hébergées en France ou ailleurs en Europe. Et en fait, du coup, on est en 2018, on a deux cadres réglementaires qui sont apparus en même temps, qui se contredisaient l'un l'autre, et ça a foutu la pagaille. Je me souviens d'avoir des discussions interminables avec des RSSI ou des DSI dans des grands groupes qui me disaient « mais comment vous m'assurez que justement, vis-à-vis de la demande de GDPR qui me demande d'avoir les données en France et qui ne sortent pas, et le Cloud Act qui permet aux États étrangers d'accéder à la donnée, comment vous me fournissez une solution ?» Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a la fameuse invalidation du Privacy Shield qui est apparue dans les années 2020, excusez-moi, et donc qui a totalement remis en question le fait que le Cloud Act soit compatible avec le GDPR grâce à ce Privacy Shield. Et en l'occurrence, du coup, on est arrivé avec une complexité énorme. Si on veut en même temps stocker de la donnée de façon réglementaire, utiliser des providers qui ont une capacité à fournir des services complets, et en même temps traiter tous les problèmes autour de la nationalité des fournisseurs, on avait en fait une équation qui était quasiment insoluble. Et là, excuse-moi, pardon. Et en fait là, si vous regardez, typiquement, dans cette réflexion, on s'est dit, il y a des fournisseurs français qui vont du coup être totalement exemptés du Cloud Act, comme Scaleway et OVH, et qui vont nous proposer potentiellement de la localisation en France. Et on va avoir des hébergeurs d'autres nationalités, typiquement américains, qui proposent quand même de la localisation en Europe, mais qui ne vont pas nous permettre de garantir que les données ne seront jamais accessibles à autres que les personnes qui les ont uploadées. Et donc dans ce cas-là, on a du coup travaillé sur la réflexion de quelle serait la solution qui permettrait d'amener en fait un compromis entre tout ça et de quand même s'appuyer sur les gros cloud providers qui fournissent un service de très très bonne qualité, mais aussi de s'appuyer sur d'autres cloud providers pour avoir une solution multi-cloud, omni-cloud, qui permettrait de répondre à cet enjeu-là. Et maintenant, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on fait du multi-cloud. Du coup, maintenant qu'on a bien posé les enjeux et que c'est la voie vers laquelle il fallait aller, comment on fait, ou en tout cas comment nous avons fait et quelles sont les questions qui sont posées en chemin. A priori, le multi-cloud, ça peut être quelque chose d'hyper simple. C'est ça, je prends 3 cloud providers, je mets des serveurs, je mets un serveur web, je mets une espèce de super load balancer au-dessus, qui en fait ça va être votre CDN pour les plus tech, ça va être votre CDN devant, et je balance entre les différentes régions, je mets des ratios à droite à gauche, c'est du multi-cloud. Sauf que ça c'est bien, quand on veut héberger un site statique ou quelque chose de très stateless, c'est super, sauf que là, dans la vraie vie, on n'a pas du stateless, on a du stateful, on a de la data. Et il faut la gérer. Et justement, c'est là où on en arrive sur la problématique qu'on a essayé de résoudre dans le cadre de la mise en place de cette plateforme-là. C'est d'avoir un principe, je pense que beaucoup d'entre vous, justement, on essaie de sonder par rapport à est-ce que vous êtes plutôt tech ou pas tech. Vous connaissez le principe du RAID sur les disques durs. En fait, on a essayé de mettre en place ce même principe, mais à l'échelle du multi-cloud. Et donc, dans cette idée-là, c'est d'avoir une interface utilisateur qui peut être une application qu'on fournit directement. Donc, dans le cadre de la démo qu'on va vous faire tout à l'heure, on se basera là-dessus parce que c'est ce qu'on a sous la main. Mais ça peut tout à fait être aussi des API et des solutions custom qui vont aller attaquer, plutôt des solutions custom qui vont aller attaquer nos API. Et ces API qui sont totalement stateless, elles vont se charger de faire de la fragmentation de la donnée, de créer plusieurs fragments, de définir un ratio entre le nombre de fragments nécessaires pour reconstituer la donnée et le nombre de fragments totaux. Et après, on va les répartir, tous ces fragments, sur des clusters qui, eux, vont être plutôt stateful, parce que c'est eux qui vont gérer le stockage de la donnée.
Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait ce mix entre plein de cloud providers. Donc là, vous le verrez du coup dans la démo, on s'est surtout concentré sur 3 principaux, mais on est capable du coup d'étendre le modèle à autant de cloud providers. Bien sûr, il va y avoir un trade-off qui va devoir être fait entre derrière les performances en termes de temps de reconstitution et le nombre de fragments qu'on va générer. Et je précise en plus qu'en plus d'être fragmentée, la donnée est encryptée. Chiffré. Chiffrée, pardon. Je vais faire taper par les doigts par mon RSSI. Et donc, il vous faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut, Gilles? Qu'est-ce qu'il faut? Du coup, en fait, on s'est dit que peut-être qu'on allait s'acheter des nouveaux écrans. Parce que c'est sympa. Bon, blague à part, du coup, cette notion de LCD, du coup, ça nous a permis vraiment de nous concentrer sur quels sont les prérequis minimums dont on a besoin pour pouvoir faire tourner toute la machine. Et en fait, ce LCD, qui est en français le plus petit dénominateur commun, donc je ne vais pas vous refaire les cours de primaire où on mettait les fractions, on faisait tous les calculs ensemble, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a des tas de paramètres. Il y a les paramètres de quelles sont les capacités des différents cloud providers, il y a les paramètres de quels sont les technos qu'on a envie d'utiliser, quels sont les différents besoins initiaux sur lesquels on va devoir s'appuyer. Et du coup, il en est sorti, finalement, quelque chose qui, c'est pas si simple. Déjà, les cloud providers ne sont pas tous comparables, ça c'est sûr et certain. Et surtout, en fait, si on veut penser la solution avec le plus petit dénominateur commun, la bonne question à se poser aussi, c'est si je le faisais sur du bare metal ou sur du on-prem, comment ça se passerait? Et donc, on s'est posé plein de questions dans différents domaines sur comment on va construire notre plus petit dénominateur commun. Donc, un des axes principaux, surtout là, vous imaginez avec du multi-network, multi-cluster, c'est comment je vais interconnecter tous ces clusters ensemble, parce qu'on est sur une approche active-active. On veut que tous soient capables de stocker de la donnée et de la restituer à un moment. Et donc, du coup, un des gros axes, c'était le networking. Qu'est-ce qu'on a besoin en networking pour pouvoir se lancer? Comment on va pouvoir faire en sorte que ça soit sécurisé, que les transmissions de données soient sécurisées et qu'on a des faibles latences qui vont permettre d'avoir un service au niveau d'attente du client. Il y a après, du coup, la discoverabilité des services entre eux pour faire en sorte que si je rajoute un cloud provider, que je puisse détecter les nouveaux services qui sont déployés, mais aussi toutes les notions autour de comment je gère du Kubernetes en multi-cluster et comment je vais pouvoir avoir du storage qui est totalement distribué, totalement décentralisé. Alors, côté de l'axe networking, on va casser ce gros suspense, on utilise Kubernetes. On est moderne, on va déployer quelque chose sur Kubernetes. Donc la question qu'on est amené à se poser, c'est est-ce que les nœuds d'un cloud provider donné, doivent parler à l'autre? Si oui, est-ce qu'ils doivent le faire en clair ou encrypté? J'ai plein de questions comme ça qui ont des répercussions techniques. On a travaillé à l'interconnexion des nœuds. Il y a 3 cas possibles. C'est j'en ai pas du tout besoin de les interconnecter. Okay, ça, c'est le cas facile, on ne fait rien. Si je réponds oui à cette question, je les interconnecte comment? Je tire un VPN point à point, mais du coup, on a dit qu'on N cloud provider, j'en ai pas juste 2. Donc au bout d'un moment, ça devient un sac de nœuds, mes VPN. On avait commencé par cette approche, et on s'est dit non, c'est compliqué, en fait, il nous faut quelque chose qu'on connaît déjà, un backbone entre tous les cloud providers que j'ai. Ça existe. Il y a des solutions qui existent comme ça. Elles ne sont pas si simples à implémenter. Il faut qu'il y ait des partenariats entre les différents cloud providers. Mais il y a des services comme Equinix, c'est le deuxième qu'on avait changé, Intercloud aussi, qui permettent de faire ça, même en vous apportant des fonctionnalités supplémentaires, crypter votre trafic, avoir des règles de routage un peu subtiles et ce genre de choses. Mais ça existe. Il existe un backbone multi-cloud. Vous pouvez le construire en tout cas. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a travaillé au niveau des clusters Kubernetes aussi sur la CNI. Quel CNI je dois prendre? Ceux qui ne sont pas à l'aise forcément avec le terme, c'est CNI, c'est la Container Network Interface. On a un grand expert de la CNI ici, monsieur Alexis Ducastel, avec son article annuel sur le bench des CNI sur des réseaux performants. Ça va être la façon d'implémenter le réseau dans Kubernetes sous forme de plugin. Et selon lequel on choisit, c'est un choix qui est structurant dès le début, selon lequel on choisit, on n'a pas les mêmes fonctionnalités. Il y a certaines, par exemple CNI, qui me permettent de faire des policies, une espèce de firewall. D'autres CNI me permettent d'encrypter le trafic.
Et moi, j'en avais besoin, j'avais dit que j'avais besoin d'encrypter le trafic entre les clouds, mais j'ai peut-être besoin aussi, au sein d'un cloud, de l'encrypter entre les nœuds. On est quand même sur de la donnée sensible, on va peut-être faire ça. Donc on a travaillé aussi là-dessus. Et on a travaillé aussi pas mal sur la notion de comment mes services qui sont répartis en fait sur plusieurs clusters, sur plusieurs cloud providers, sont capables de se découvrir l'un l'autre et de dialoguer entre eux. Certains composants ont besoin de dialoguer en croisée entre les clusters. Comment je fais ça? Grâce aux services mesh. Et sur les services mesh, il y a d'autres façons de l'implémenter, mais service mesh est une qui répond bien. Et sur les services mesh, on est parti de la chose, de celui qui est probablement le plus standard aujourd'hui, Istio. D'autres solutions sont viables, probablement, mais Istio a l'avantage d'être connu de pas mal de gens et est très intéressant à ce niveau-là. Et donc, il y a plein de façons différentes. Vous avez trouvé beaucoup d'articles sur Istio et les façons d'implémenter. On le voit souvent en tant que plutôt en front, ingress controller, assez souvent, parce qu'il apporte pas mal de fonctionnalités. Nous, on a utilisé un autre cas d'implémentation qui est de dire le trafic qu'on appelle est-ouest, c'est-à-dire dans un cluster, vous avez le trafic nord-sud, c'est mes utilisateurs finaux qui me demandent un service, mais on a, nous, l'axe est-ouest, qui est cluster A doit parler à cluster B. Et on a utilisé uniquement cette fonctionnalité-là d'Istio, juste le east-west trafic. Et ça nous permet de crypter le trafic, d'appliquer des policies sur le trafic et de faire plein de choses de manière sécurisée. Et surtout qu'ils puissent se connaître les uns les autres, se découvrir les uns les autres, les services. Donc pour ceux qui ont déjà fait du Istio, c'est le setup en fait, sur lequel on est arrivé, c'est multi-cluster, multi-network, un seul mesh. D'accord ? Il y a d'autres façons d'implémenter Istio. Sur Kubernetes, on s'est posé la question aussi de qu'est-ce que j'utilise pour Kubernetes? Est-ce que j'utilise les off-managed SaaS? Sauf qu'elles sont toutes différentes en fait, elles ne sont pas vraiment comparables. Un EKS, un GKE, ça n'a rien à voir en fait. Ceux qui ont déjà fait les deux, c'est pas vraiment pareil. Et en plus, j'ai pas dit, mais on fait du Terraform pour le code. Et côté Terraform, ça va être complètement différent. Ça n'aura rien à voir. Donc je capitalise pas vraiment sur ce que je fais sur l'un, je capitalise pas sur l'autre, et c'est pas trop répétable. Donc on s'est dit que la plus simple, c'était de partir de quelque chose d'assez restreint et packagé. Et donc le choix sur lequel on s'est arrêté, c'est une distrib autonome. J'ai pas vraiment besoin, en plus de tout ce qu'apporte Kubernetes, ce qu'on appelle les drivers in-tree des cloud providers. J'en ai pas vraiment besoin. Donc on va partir de quelque chose de très simple, K3S, de chez Rancher Labs. Un binaire autonome, compose, et qui m'apporte un Kubernetes vanilla, dans lequel on a retiré tout ce dont on n'avait pas besoin. Hyper léger. Côté data aussi, très vite, on s'est rendu compte qu'on avait des points où on devait stocker de la data, ça prend différentes formes, des fichiers. Il y a de la data, finalement, à la sortie, on les a classifiés en deux catégories. La data qui est, en anglais, je dirais forgettable, c'est-à-dire on est en train de parler d'une application qui repose sur les fondements de la RGPD. Donc je suis obligé, si un utilisateur se désinscrit ou une société quitte l'offre, je suis obligé d'être capable d'oublier ces données. Donc j'ai besoin on va dire, d'un stockage de données traditionnel dans lequel on peut supprimer des choses. Mais il y avait un deuxième besoin qui était celui de non repudiable, c'est-à-dire que on ne peut pas changer l'historique. Ça, c'est l'aspect plutôt blockchain, donc qui va garantir une traçabilité infinie des événements, une auditabilité des événements. Une transparence. Une transparence complète. Et donc, on a eu besoin de déployer des solutions qui nous permettent de stocker de la donnée, donc des bases de données. Et c'est là où le modèle commence à souffrir. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait des bases de données traditionnelles, classiquement, on a fait du master-slave pour répliquer la donnée. Mais du master-slave multi-cloud, si on se dit qu'il y a N-cloud, ça devient un peu compliqué. C'est là qu'il faut introduire un nouveau paradigme, on va appeler ça les bases de données cloud native, ou les bases new SQL, en quelque sorte, qui, de base, gèrent la réplication. Nous, on a choisi de travailler avec une pour l'instant, c'est quelque chose qui pourrait changer, CockroachDB, qui est en fait du Postgres, mais distribué, qui nous permet de dire, j'écris d'un côté, quand je crée un utilisateur d'un côté, il est créé aussi de l'autre. Delta de temps de réplication.
Et donc tout ça, ça forme notre dénominateur commun. Exactement. Donc si on résume, en fait, vraiment l'objectif de cette analyse qui a été faite à peu près en 1 mois et demi, 2 mois, sur le début du projet, c'était vraiment de définir la liste des requirements indispensables pour pouvoir se dire tel cloud provider est éligible et j'ai besoin de telle brique fondamentale pour me dire que je peux déployer de façon sereine sans avoir à faire d'over-customisation avec des annotations très spécifiques en fonction du cloud provider. Donc mon premier requirement, c'est déjà d'avoir un stockage que je vais dire universel, S3 compatible. On en a besoin, vous verrez un peu plus tard dans les détails de pourquoi on en a besoin, mais c'est un de mes prérequis. J'ai besoin de pouvoir créer des load balancers dans mon infra. Et j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me permette que mes applications stateful écrivent de la donnée en local, donc une storage class read-write-once à minima disponible. Je n'ai pas vraiment besoin d'autre chose que du read-write-once. En vrai, donc c'est le block storage classique de chacun des cloud providers, mais j'en ai besoin. C'est quelque chose qu'on pourrait travailler encore, mais pour l'instant, ça fait partie des requirements. Et puis, il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est que c'est difficile de comparer un cloud provider à un autre. Et donc, dans les prérequis, il y a aussi quand même besoin de dire que les types d'instances qu'on a à dispo soient comparables, quoi. Que ce ne soit pas des choses complètement hétérogènes. C'est-à-dire qu'un vCPU, c'est un vCPU, quoi. Il faut que si je définis des limites et des choses comme ça, il faut quand même qu'on parle à peu près de la même chose, quoi. Il peut y avoir une petite variation, mais pas énorme. Tu avais 2 petits bonus aussi. Et dans les trucs qui seraient sympas à en voir en plus, qui ne sont pas vraiment requirements, c'est si j'ai une storage class qui est compatible CSI, pour ceux qui font du Kubernetes, c'est mieux. Si elle est dispo en out of tree en tant que driver que je peux installer en plus, c'est encore mieux. Et voilà, j'avais un autre, non, peut-être. Et le cloud controller et un cloud controller pour m'aider à créer mes ressources, mais c'est pas forcément obligatoire, sinon au pire je retombe dans du Terraform pour ne pas le faire dans Kubernetes, quoi, au pire des cas. Donc si on reprend aussi, donc là on a vu la réflexion autour de qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir lancer le projet, et après on a eu besoin de le déployer et aussi de se dire comment on l'opère. Et donc pour le coup, on a fait le même travail de se dire quels sont les éléments les plus importants sur lesquels on doit faire une analyse et les briques qui doivent être déployées de façon automatique sur chacun des cloud providers pour pouvoir répondre au minimum aux outils de supervision qu'on va avoir à utiliser tous les jours pour faire en sorte de faire tourner le système. Donc si on reprend un peu on a suivi à peu près le même diagramme, on s'est posé des questions sur l'observabilité, comment on va pouvoir avoir un outil qui va nous permettre de tracer ce qui se passe et notamment potentiellement des flux qui vont aller d'un cloud à un autre. Donc ça c'est un sujet qui a été assez important. On a déjà des pistes de réponse vu qu'on vous a déjà parlé d'Istio. Comment on va faire en sorte d'automatiser le déploiement, parce que dans cet objectif justement de se dire qu'on a une base de code qui va être identique pour chacun des cloud providers avec des petites différences mais juste de configuration minime, mais en grosso modo on va déployer la même stack et ça doit être le plus répétable possible pour être le plus scalable possible. Quand je parle de scalabilité, c'est pas scalabilité d'un point de vue performance, mais c'est de se dire aujourd'hui j'en ai 3 cloud providers, demain 4, après-demain 10, 20, et donc du coup d'être en mesure d'avoir cette scalabilité en termes de déploiement et de se baser du coup sur les standards les plus récents en termes de GitOps, de gérer les backups de façon simple sur l'ensemble des cloud providers, sur la donnée sur laquelle on a besoin de faire du backup, et d'avoir des outils qui nous permettent finalement de gérer le plus facilement possible cet environnement qui est extrêmement éclaté entre les différents cloud providers. Donc là, pareil, l'exercice a été un peu similaire, de trouver qu'est-ce qui est le plus répétable et le plus petit dénominateur commun. Côté de l'observabilité, on s'est appuyé sur les grands standards qui sont en train de se dessiner dans le monde Kubernetes, Prometheus, Grafana. Classique, ça c'est pour les métriques. Pour les logs, Loki, avec Grafana aussi, ce qui est l'équivalent d'un Elasticsearch, Kibana, pour ceux qui ne connaissent pas Loki. L'avantage, c'est que c'est dans le cluster Kube, je peux le déployer directement et je peux récupérer les logs et les métriques au même endroit. Et si j'ai besoin, à un moment, parce qu'on parle de multi-cloud, mais je vais avoir un seul opérateur qui regarde peut-être. Si j'ai besoin de fédérer tout ça à un moment, on peut rajouter des composants assez intelligents qui font ça, comme Cortex ou Thanos, qui vont me permettre de fédérer tout ça en un seul point et de les interroger comme si c'était un seul gros cluster. Mais c'est un cluster multi-cloud en fait, c'est N cluster, mais je n'ai qu'une seule interface pour l'observabilité.
Et dans l'observabilité aussi, un des derniers ajouts qu'on a fait, vu qu'on utilise Istio, on a déployé Jaeger et Kiali, que vous allez voir dans la démo, pour pouvoir avoir une bonne compréhension de tous les appels entre les microservices et de la traçabilité assez fine. Pour la partie déploiement, on a fait aussi la même chose. J'ai besoin d'une seule source de vérité, parce que là, on a dit N, je peux aller jusqu'à 10 providers, mais je vais répéter ça pour chaque environnement, hein, dev, calif, machin. Donc, je vais avoir peut-être 40 clusters in fine. Je ne peux pas faire des boucles dans mon GitLab, dans ma CI/CD et aller frapper chacun des cloud providers. Donc on inverse l'approche, on réfléchit en tant que GitOps. On a une source de vérité qui est notre repo Git, un outil, Argo CD, merveille cet outil, qui pool cette source de vérité et déploie tout, applique tout sur tous les clusters. Évidemment, ils ne pointent pas sur la même branche, sur le même instant de la branche en tout cas, en fonction de l'environnement, mais c'est le principe de base. Et ça déploie tout seul. Comme ça, on peut scaler sans trop de soucis. C'est un des avantages de l'approche GitOps. Côté backup, pareil, on a besoin d'avoir une solution de backup un peu universelle. On a choisi Velero, open source, projet open source par VMware, maintenant Tanzu, qui est une branche de VMware, c'est ça, si je ne me trompe pas, qui maintient ce projet. Velero, super pratique, ça me permet de faire des backups sur du S3. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un prérequis d'avoir un S3-like pour mettre mes backups, mettre ma donnée au chaud, et aussi pour stocker les logs et les métriques de Prometheus et Loki. Et dans les outils divers, on a utilisé tout un tas de choses qui nous ont facilité la vie. Bon, GitLab, CI/CD pour la partie CI/CD et gestion de code source, on ne présente plus GitLab. On a utilisé pas mal de fonctionnalités autour d'Helm aussi, de GitLab, qui sont toutes récentes et hyper intéressantes. C'est juste une registrée Helm, mais elle est intégrée à votre projet. On a utilisé, je vais m'appuyer sur mes notes, on a utilisé un Rancher 2 aussi, qui offre une super interface pour manager ces multi-clusters, parce qu'on n'y pense pas, mais il va y avoir des gens qui vont opérer ça. kubectl, c'est sympa, mais voilà. Quand vous avez 40 clusters, un Rancher, c'est sympa aussi, ça va aider à prendre le truc en main. Et puis, il y a des fonctionnalités intéressantes qu'on se garde de pouvoir explorer dans Rancher, qui peuvent apporter des choses. Même sur les aspects sécurité, pour contrôler les accès des différentes équipes de dev en fonction de leur rôle, pour savoir quel cluster elles ont le droit d'accéder. C'est aussi très pratique pour le coup. Vous imaginez si on doit créer un certificat sur chacun des PKI, des clusters Kubernetes, j'ai dit qu'il y en avait près de 40 à terme, quoi. On ne va pas faire ça, on va utiliser Rancher en coupure pour valider les accès. On a utilisé aussi beaucoup de Terraform pour monter l'infra, je l'ai mentionné, et ça a été dur. En fait, Terraform, c'est bien l'infra as code, mais comme tous les cloud providers, ça c'est un truc hyper important quand on fait multi-cloud, en fait, il n'y a pas de standard pour le cloud. Ils sont tous différents. Et du coup, leurs opérateurs Terraform, enfin leurs providers Terraform, ils sont tous différents, ils ne s'utilisent pas du tout de la même façon, ils ont chacun leurs limites, leurs bugs. Ça a été dur, le Terraform, c'est encore la partie la plus dure. On a utilisé aussi PasswordStore, tout bête, un outil, vous connaissez peut-être ou peut-être pas, mais qui permet de stocker des mots de passe en mode infra as code ou password as code, si vous voulez, cryptés par des clés GPG. Donc c'est hyper intéressant. Et ça permet de les partager au sein d'une équipe sans que personne n'ait le secret de l'autre, en fait. Et qui s'intègre très bien avec Terraform. Et il y a un provider Terraform pour PasswordStore, donc c'est top. On a aussi fait des tests de charge, c'était un des points critiques. Vous allez voir, à un moment, on s'en sert dans la démo qu'on va faire. On a utilisé Locust, qui est un outil de test de charge écrit en Python, qui est assez pratique pour ça. Il y en a d'autres, pareil, là aussi, mais c'était notre choix, on a été plutôt contents. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Ouais, il reste pas mal de choses. Donc, on parlait de cet aspect secret management. Donc, le PasswordStore est très bien quand on est dans une approche Terraform où tous les plans sont exécutés par les équipes Ops. Mais dès qu'on va vouloir aller un cran plus loin dans de l'automatisation, du coup, les clés GPG, c'est individuel. Donc, on veut intégrer dans la CI/CD, ça devient très compliqué. Donc, on avait cette piste, je pense qu'on va mettre en place assez rapidement, d'utiliser du coup HashiCorp sur la partie Vault pour la gestion des secrets. Sur la partie storage solution, tu faisais une petite remarque là tout à l'heure. On a encore un peu de travail à faire parce que on se base quand même sur des choses qui sont très spécifiques à chaque cloud provider. Est-ce que EBS chez Amazon, c'est équivalent à Persistent Disk chez Google? J'en sais rien.
En fait, ce qu'on voudrait avoir, c'est une espèce d'abstraction du storage entre les deux. C'est peut-être quelque chose qu'on va explorer dans le futur. Le backbone aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure. Ouais, on en a parlé. Le backbone Donc, comme Equinix, déjà, ce genre de choses. Déjà en discussion avec Equinix et Intercloud sur ces sujets-là. Un sujet qu'on a lancé là, il y a quelques semaines qui est essayer de trouver des add-ons potentiellement à Istio pour rajouter de la sécurité supplémentaire. Donc en l'occurrence QueryFence, qui est Sandbox, ouais, projet CNCF Sandbox, je ne connaissais pas. Donc il va patcher du coup l'Istio pour rajouter des fonctionnalités comme du WAF, comme des choses un peu plus poussées qui vont être beaucoup plus proches de l'applicatif et moins proches juste du réseau. Et comme je vous disais, on a cette solution qui est très tournée utilisateur final avec une interface utilisateur, mais la techno qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est quelque chose qui peut s'adresser très très bien aussi à des développeurs qui veulent, pour certaines typologies de données, au lieu d'aller stocker dans du storage S3 sur AWS, potentiellement passer par nous pour stocker directement au travers de nos API. Et là, il faut qu'on aille un cran plus loin en proposant une vraie expérience DX pour les développeurs avec un portail API et tout ce que les développeurs peuvent attendre dans leur expérience de développement. Donc là, petit clin d'œil à Glue s'ils sont dans le bas. Il faut qu'on discute avec eux. S'il est là, mais en tout cas, ils sont présents aujourd'hui. J'ai vu leur conf ce matin. Bah, c'est bien joli tout ça. Maintenant, est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça marche, mais on va regarder, faire une petite démo. Vu qu'on avait un peu peur de se louper sur le truc, on vous a fait une démo préenregistrée. Hein. C'est un peu complexe à montrer, vous allez voir. L'idée, c'est quoi? Hop. Attends, excuse-moi, j'ai 2 secondes. Je puisse appuyer sur play. Voilà. Ouais. Hop. Donc on est bien en... Je vois rien. On va le forcer, hein, histoire que vous ayez la meilleure qualité possible. Donc là, du coup, l'idée, c'est vraiment de simuler des cas de défaillance. Ah, il ne veut pas faire un full screen. Voilà. Des cas de défaillance d'un cloud provider. On va switcher. On va switcher. Tu vas passer sur l'autre. Donc dans l'idée, là on va passer sur la vidéo qui est enregistrée aussi sur l'ordinateur, mais vous allez avoir 2 parties sur l'écran. La partie de gauche qui représente du coup l'application frontale, qui elle se déploie sous forme d'une application Electron.js. Donc ça ressemble à un Teams, un Discord, un VS Code que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc une application full web déployée sur l'ordinateur de l'utilisateur. Et sur la droite, vous allez voir Kali, du coup, où on va pouvoir tracer un peu tout ce qui se passe. Il y a un petit temps de latence parce que Kali n'est pas forcément en temps réel à afficher exactement ce qui se passe. Donc on vous expliquera où il y a des moments d'attente. Mais grosso modo, écran de droite, c'est un utilisateur. Écran de gauche, c'est un administrateur qui supervise ce qui est en train de se passer. Alors pour eux, c'est l'inverse. C'est gauche là et droite là. Ouais, l'autre gauche. Gauche, Split Drive, l'application Electron.js. Droite, Kali, qui est en fait le back-end de visualisation Istio. Donc typiquement, l'application permet d'uploader des documents. Là, tu peux lancer. On en a déjà mis. Donc il y en a un déjà qui est disponible. Donc dans le principe, c'est qu'on est vraiment sur cette volonté vis-à-vis de nos utilisateurs de montrer une transparence totale sur où est-ce que la donnée est stockée, comment elle est stockée. Et donc du coup, on fournit la possibilité à l'utilisateur de savoir comment ces fragments ont été répartis. Donc là, en l'occurrence, dans ce cas d'usage, on a 3 cloud providers, GCP, AWS, Scaleway. Et du coup, on va répartir chez les 3 cloud providers chacun 3 fragments. Et on va avoir la possibilité de reconstruire le document, même si 3 fragments sont manquants. Donc on a besoin de 2 tiers des fragments. Donc là, en l'occurrence, GCP Belgique, on en parlait tout à l'heure, ils ne sont pas en France, et les 2 autres sont français. Ah, pour l'instant, rien de très intéressant côté Kali, on a vu des trucs apparaître, mais rien de très intéressant. Maintenant, on va rajouter des fichiers, on va uploader des nouveaux fichiers. Hein, on va importer un fichier, je vais prendre un fichier que j'avais préparé spécialement pour l'occasion. Tac. Je pense que c'est un petit clin d'œil à nos amis de Link.net. Un fichier a été encrypté, uploadé et fragmenté. Et vous voyez, il se passe des choses côté Kali. On voit que j'ai mon cluster qu'on appelle EU3. Alors on donne des petits noms comme ça, EU1, EU2, EU3. On ne veut pas dire quel est le nom du cloud provider. En l'occurrence, il n'y a pas grand secret. EU3, c'est Scaleway, dans ce cas-là. Et c'est celui-là qu'on observe avec Kali. On est en train d'observer celui-là. Donc c'est normal que vous ayez moins de détails quand les autres apparaissent. Mais ça veut dire qu'ils communiquent quand même entre eux, que Istio est au courant qu'il y a un EU2 et un EU1, et qui lui parlent. Et donc là, on a bien vu que le document a été uploadé, fragmenté, il a été réparti sur les différents cloud providers, et là, justement, ça se met à jour, justement. Petit décalage, et vous voyez une minute en retard, tout ce qui s'est passé, il y a eu des appels vers,
Je pense que je peux faire ça. Ouais. Ouais, EU2, GCP. GCP, EU1, AWS. En fait, il a envoyé les fragments, là. C'est ça qu'on voit. Et vous voyez, comme cet outil est pratique, si vous ne connaissez pas Kali et que vous faites du Istio, regardez de près, hein, parce que cet outil est super pratique. Je vois que c'est vert parce qu'il n'y a pas d'erreur. Je peux afficher les temps de latence moyens. Ça a été fait en, je ne sais pas combien, j'arrive pas à le lire de là, quelques millisecondes. Et idem de ce côté-là. Donc c'est très pratique pour débugger des microservices qui s'appellent dans tous les sens. Et on revient du coup sur cette partie East-West où chacun des cloud providers a été accessible, découvrable au travers du coup de la gateway qui a été déployée via Istio. Yes. Et donc maintenant, on va complexifier le truc, on va casser un cloud provider. Alors d'habitude, on vous laisse choisir. Quand on fait des vrais démos, on laisse les gens choisir pour savoir s'ils ont des préférences, s'ils préfèrent casser des Français ou des Américains. Ouais. Et donc du coup, là, vous voyez que justement, l'icône a été rafraîchie. On voit du coup qu'il y a un segment qui est apparu en rouge. On va rafraîchir la page pour avoir plus de détails et on va se rendre compte, bah oui, qu'en l'occurrence, 2 serveurs sont disponibles. On parle plutôt de cluster, et que c'est celui qui est en Belgique, donc vous le savez, c'est GCP, qui ne l'est plus. Pourtant, le document est quand même reconstituable. Donc on va faire ça, on va justement récupérer le document, on va bien montrer que tout marche. Qui va être reconstruit d'après l'algorithme de parité, on dit, je ne sais pas comment on dit. Ouais. Ouais, c'est des fragments de parité. Si j'essaie d'en récupérer une copie locale, malgré le fait que tous les fragments de GCP sont indisponibles, est-ce que ça va marcher? Le fameux plop, hein, le fameux test, plop.jpg. Voilà. Alors, évidemment, un peu de temps pour aller l'ouvrir, le trouver dans les fichiers. Il est là. Il n'existait pas avant hein, sur le bon poste. Et on a bien la bannière du DevOps d'ID. Donc c'est bien bon. On a reconstitué le fichier depuis ces fragments. Même en ayant un tiers manquant, au final. Et là, on va... Comme les animations n'étaient pas terribles, puisqu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a qu'un seul utilisateur sur ce cluster, moi, avec mes clics, c'est pas top, on va envoyer un test de charge. Ça va être plus visuel. On va voir que Kali va s'énerver un peu. Il faut le temps qu'il réagisse. Et voilà. Et j'ai toujours pas mis GCP en ligne. Donc j'en ai un qui est rouge, qui fait des flèches rouges. C'est normal. Parce qu'il n'est pas content. Il n'arrive pas à contacter cette API-là. Il se prend en tout cas un code d'erreur. Et là, on voit, est-ce qu'on voit le trafic commencer à arriver? Ouais, petit à petit, vous voyez les petits points qui bougent. Bah, ils bougent à la vitesse, au rate, dans lequel vous prenez des requêtes en frontal sur votre API. Et là, ça commence à s'accélérer un petit peu, et on va avoir de plus en plus de trafic, du bon, et des qui finissent en erreur. Je vais pouvoir débugger ça. Bon, bah, très vite, je vais me dire pourquoi il y en a un qui est en erreur. Un opérateur va dire il y a un problème. Je vais redémarrer les services sur GCP. On va faire ça. Je vais mettre un peu plus de pause encore entre chaque truc. Voilà, j'ai remis mes services, évidemment un petit décalage dans Kali, qui croit qu'il y a encore du rouge, mais très vite il va se dire non. Mais côté, vous voyez, côté de Split Drive, on voit bien que tout est repassé au vert, que tous les 3 groupes de fragments sont accessibles. Si j'essaye de downloader, ça marchait déjà avec 2, vous vous doutez que ça va fonctionner avec 3. Et vous voyez que toutes les 10 secondes, hein, ma vue Kali se rafraîchit, se rafraîchit, se rafraîchit. Et j'ai récupéré le Service Mesh Ultimate Guide, le plop2.jpg. Voilà. Dans son intégralité. Mais c'est intéressant de voir que ouais, il y a des fichiers d'une certaine taille quand même. C'est un PDF assez conséquent. Mais ça s'est fait assez vite. Vous voyez, le plot de la fragmentation s'est fait assez vite. Et voilà, c'est terminé pour la démo. Je vous remercie. On va revenir sur nos slides. Alors pour la démo, par contre, j'avais encore 2 trucs, si tu permets de remettre l'affichage. C'est pas grand-chose, juste le merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On peut les faire après aussi si on a dépassé, je ne sais pas trop. Voilà, 44. Ouais, question là. Monsieur a l'air pressé. Merci pour la présentation. J'avais une question sur... vous faites de la fédération de clusters sur du 4... C'est où? Oui, pardon. Vas-y.
Ok, je peux y aller? Ouais. C'est pas grave, te laisse pas perturber, pose ta question. Ok. C'est la fédération de clusters de K3S. Est-ce Ouais. que des solutions comme Anthos ou alors chez Scaleway, je sais qu'il y a aussi, ils commencent à avoir du workload sur du multi-cluster, du multi-cloud provider, ça pourrait aussi vous intéresser? Alors, j'ai entendu que des parties, C'était- je sais pas si tu as entendu. Au niveau fédération, est-ce que des solutions comme Anthos Anthos, ou les ouais. nouvelles solutions la nouvelle solution Scaleway pourraient répondre aussi à cette Alors, problématique? Cosmos, je vais répondre à la partie que je connais le mieux, Cosmos. Je l'ai beaucoup testé, j'ai publié une série d'articles récemment sur Cosmos, qui est quelque chose qui est hyper intéressant, mais qui est plutôt orienté stateless. Et n'apporte pas de solution. C'est pas inintéressant dans notre cas, mais ça n'apporte pas de solution à l'essentiel des problématiques qu'on s'est posées. Anthos, je connais moins bien, je suis moins familier, mais à mon sens, ça pourrait apporter des choses. Ouais. C'est une piste qui peut être intéressante à creuser. D'autres questions? Vas-y. Tout à l'heure, déjà merci pour la présentation. J'en prie. Tout à l'heure, vous parliez d'une solution interface avec justement les différents cloud providers. Vous donniez l'exemple par exemple de EBS, est-ce qui a fonctionné de la même manière que notre stockage chez par exemple GCP. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme piste déjà aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme existant? J'ai deux pistes en tête, mais qui sont que des pistes qui restent à valider. D'accord. Il y a un moment où on a voulu regarder Longhorn. Je vous ai dit que j'étais un fanat de Rancher. On a voulu regarder Longhorn de très près. Et il y a Pure Storage aussi, ils sont là aujourd'hui. Ils peuvent être intéressants dans ce cadre-là. J'allais vous dire avec Portworx, justement. Voilà. C'est typiquement ce genre de piste auquel on réfléchit. Et on est ouvert à d'autres acteurs sur ce sujet-là. Scality ou d'autres. Ok, merci beaucoup. Peut-être une dernière, je sais pas. Non, plus de questions. Désolé, après, vous nous Merci beaucoup. choper dans la salle, dans les couloirs. Merci.